on t'a menti. Pas avec de mauvaises intentions, mais on t'a menti quand même. Et ce mensonge, tu l'as entendu dans les discours de remise de diplôme, dans les livres de développement personnel, dans les interviews de gens qui ont réussi. Il se formule toujours de la même façon. Trouve ta passion, et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler un seul jour de ta vie. C'est faux. Et cette idée fausse a paralysé des millions de personnes qui cherchent encore leur passion comme on cherche une clé perdue, convaincues que tant qu'elles ne l'ont pas trouvée, elles n'ont pas le droit de commencer vraiment à vivre. La passion n'est pas un point de départ, c'est souvent une destination. Et il y a quelque chose de bien plus fondamental, bien plus solide, bien plus accessible, qui te permet d'avancer même quand la passion n'est pas là, même quand rien ne va, même dans le noir complet. Ça s'appelle le sens. Et ce n'est pas la même chose. Ce que tu vas entendre dans les 15 prochaines minutes, c'est ce que j'aurais dû te dire en premier. Avant la zone de confort, avant la discipline, avant l'ego et l'imposteur. Parce que sans ça, sans ce fondement, tout le reste est une construction sans socle. Bienvenue dans le dernier épisode de la série. Et le plus important. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on distingue deux choses que tout le monde confond. La passion et le sens. La passion, c'est une émotion, une intensité, un état d'excitation vis-à-vis de quelque chose. Elle est réelle, elle est précieuse, mais elle est, par nature, volatile. Elle apparaît, elle s'intensifie, elle s'estompe, elle revient, elle disparaît encore. Construire une vie sur la passion seule, c'est construire sur une flamme, belle, mais fragile, et dépendante des conditions extérieures pour brûler. Le sens, c'est différent. Le sens, c'est la réponse à une question plus profonde que qu'est-ce que j'aime faire. C'est la réponse à pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce que j'apporte au monde en le faisant? Qu'est-ce qui me manquerait si je cessais? Le sens n'est pas une émotion, c'est une direction. Une boussole intérieure qui reste stable, même quand les émotions, elles, s'effondrent. La passion te fait commencer. Le sens te fait tenir. Et dans une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est la tenue qui compte, pas l'enthousiasme du premier jour. Cal Newport, chercheur à Georgetown et auteur de « So Good They Can't Ignore You », a passé des années à étudier comment les gens construisent des carrières épanouissantes. Sa conclusion, après des centaines d'entretiens, va à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit. Les gens qui ont les vies les plus significatives ne sont pas ceux qui ont suivi leur passion. Ce sont ceux qui ont développé leurs compétences de telle manière que leur travail est devenu porteur de sens. Autrement dit, dans la plupart des cas, le sens ne précède pas l'engagement. Il en est le résultat. Tu ne trouves pas le sens en cherchant. Tu le construis en faisant. Et voilà la première grande libération de cet épisode. Tu n'as pas à attendre d'avoir trouvé ta passion pour commencer. Tu n'as pas à résoudre l'énigme de ta vocation avant d'avancer. Tu peux commencer maintenant, avec ce que tu as, là où tu es, et laisser le sens émerger de l'engagement authentique. Mais il y a un prérequis, et c'est là qu'entre Viktor Frankl. Viktor Frankl était psychiatre à Vienne dans les années 30. Il avait une carrière prometteuse, une famille, une vie construite avec soin. En 1942, lui, sa femme et ses parents sont déportés dans les camps de concentration nazis. Sa femme et ses parents mourront. Lui survivra. Après avoir traversé Auschwitz, Dachau et plusieurs autres camps pendant 3 ans. Ce que Frankl a observé dans ces camps, avec les yeux d'un psychiatre, même au cœur de l'indicible, a changé notre compréhension de la psychologie humaine pour toujours. Il a observé que parmi les prisonniers soumis aux mêmes conditions de survie, même froid, même faim, même violence, même déshumanisation, certains tenaient. D'autres s'effondraient. Et la différence ne résidait pas dans la force physique. Elle ne résidait pas dans l'âge, ni dans le statut d'avant. Elle résidait dans une chose précise, la capacité à trouver un sens à l'épreuve. Ceux qui avaient un pourquoi, une raison de survivre, une personne à retrouver, un livre à écrire,
un témoignage à porter, résistait à des conditions que les autres ne surmontaient pas. Comme si le sens agissait comme un bouclier neurologique contre la désintégration intérieure. Frankl en a tiré une phrase que Nietzsche avait anticipée un siècle plus tôt et qu'il a rendue universelle. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Après sa libération, Frankl a écrit « Man's Search for Meaning », traduit en français sous le titre « Découvrir un sens à sa vie ». C'est l'un des livres les plus lus de l'histoire, pas parce qu'il promet le bonheur, mais parce qu'il offre quelque chose de plus profond que le bonheur, une raison de tenir quand le bonheur est absent. Il a ensuite développé une école thérapeutique entière autour de ce concept, la logothérapie, basée sur l'idée que la première motivation de l'être humain n'est pas le plaisir, comme le croyait Freud, ni le pouvoir, comme le croyait Adler, mais le sens. La neuroscience moderne a rattrapé Frankl. Des études d'imagerie cérébrale montrent que les personnes qui rapportent un fort sentiment de sens dans leur vie présentent une activité significativement plus élevée dans le cortex préfrontal, la zone associée à la régulation émotionnelle, à la résilience et à la prise de décision à long terme. La logothérapie ou la quête du sens. Frankl identifie 3 voies pour accéder au sens. 3 sources distinctes, complémentaires, accessibles à tous indépendamment des circonstances. Je vais les prendre une par une, et pour chacune, te donner un outil concret pour l'activer dans ta propre vie. Première source, ce que tu crées ou accomplis. C'est la voie la plus immédiate. Le sens que tu trouves dans ton travail, dans tes projets, dans ce que tu construis et laisses dans le monde. Mais attention, Frankl ne parle pas de succès au sens conventionnel. Il parle de contribution, de l'acte de donner quelque chose, même petit, même imparfait, qui n'existait pas avant toi. L'outil est garder une trace. Chaque semaine, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai créé, produit ou apporté cette semaine qui n'existait pas avant? Deuxième source, ce que tu vis et ce que tu rencontres. C'est la voie de la présence. Le sens que tu trouves dans l'amour, dans les relations profondes, dans la beauté que tu choisis de voir dans le monde. Frankl disait que même dans les camps, surtout dans les camps, les prisonniers qui maintenaient une capacité à percevoir la beauté dans le monde, à se souvenir du visage aimé, à s'émerveiller d'un coucher de soleil entre les barbelés, ceux-là portaient en eux quelque chose que la machine de destruction ne pouvait pas atteindre. L'outil est le rituel de la présence radicale. Choisis chaque jour un moment, le café du matin, un trajet, un repas, où tu décides de ne rien faire d'autre qu'être là. Pas de téléphone, pas de planification mentale, juste la présence à ce qui est. Ce n'est pas de la méditation formelle. C'est une décision de ne pas laisser ta vie se dérouler en arrière-plan pendant que tu es ailleurs. La troisième source est ton attitude face à la souffrance. C'est la voie la plus difficile et la plus puissante. Frankl le formulait ainsi. Quand on ne peut pas changer la situation, on est mis au défi de se changer soi-même. La liberté ultime de l'être humain, celle que rien ni personne ne peut confisquer, c'est le choix de l'attitude face à ce qu'on ne peut pas contrôler. Les stoïciens l'avaient déduit 2000 ans avant Frankl. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ils enseignaient tous la même chose, sous des formulations différentes. Tu n'as pas de pouvoir sur les événements. Tu as un pouvoir absolu sur ta réponse aux événements. Et c'est dans cette réponse que réside ta dignité, ton caractère et finalement ton sens. L'outil à utiliser pose la question du recadrage. Face à une situation difficile que tu ne peux pas changer, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette épreuve m'apprend sur moi-même que rien d'autre ne pourrait m'apprendre? Pas pour sublimer la douleur, pas pour prétendre que tout va bien, mais pour refuser de laisser la souffrance être seulement destructrice, pour lui trouver, malgré tout, une valeur. Ces 3 sources, créer, vivre, choisir son attitude, ne sont pas des théories. Ce sont des pratiques,
des muscles. Ils se développent par l'usage quotidien. Et ensemble, ils bâtissent quelque chose qu'aucune circonstance extérieure ne peut enlever. Un sens à ta présence dans le monde. Mais il y a une quatrième dimension que je veux ajouter, parce que je crois qu'elle est essentielle dans notre monde contemporain. La quatrième source est la cohérence entre ce que tu es et ce que tu fais. Le sens s'effondre quand il y a un écart trop grand entre tes valeurs profondes et ta vie quotidienne. Quand tu travailles pour des objectifs qui ne sont pas les tiens. Quand tu joues un rôle que tu n'as pas choisi. Quand tu vis une vie que tu n'as pas décidée mais que tu as acceptée par défaut, par peur, par habitude, par pression sociale. Cette incohérence a un nom en psychologie. On l'appelle la dissonance identitaire. Et ses effets sont mesurables. Anxiété chronique, sentiment de vide malgré le succès apparent, épuisement inexplicable. Non pas parce que tu travailles trop dur, mais parce que tu travailles dans la mauvaise direction par rapport à qui tu es. Quel est l'outil pour t'aider à sortir de cette situation? Écrire une lettre à soi-même que tu liras dans 10 ans. Pas une liste d'objectifs. Une lettre. Adressée à la version de toi dans 10 ans. Décris qui tu es devenu. Comment tu vis. Ce que tu as donné. Ce pourquoi tu te lèves le matin. Et puis relis ce que tu as écrit. Est-ce que la vie que tu décris ressemble à celle que tu construis aujourd'hui? Si la réponse est non, ce n'est pas un jugement. C'est une information. L'information la plus précieuse que tu puisses avoir. Je t'avais dit que ce sujet était celui qui tient tout ensemble. Je veux te montrer maintenant exactement pourquoi. Dans le premier épisode, on a parlé de sortir de sa zone de confort. C'est le sens qui lui donne une raison d'être. Dans le deuxième épisode, on a parlé de discipline. C'est le sens qui transforme la discipline en carburant plutôt qu'en pénitence. Dans le troisième épisode, on a parlé de l'ego. Quand tu as un sens, l'ego perd beaucoup de son emprise. Dans le quatrième épisode, on a parlé du syndrome de l'imposteur. Le sens est l'antidote le plus profond. La question n'est plus « Est-ce que je mérite d'être ici ?» La question devient « Est-ce que ce que je fais ici a de la valeur ?» Le sens n'est pas la cerise sur le gâteau du développement personnel, c'est la farine. Sans lui, tout le reste ne tient pas. Imagine deux personnes qui poussent un rocher énorme vers le sommet d'une colline. Même rocher, même pente, même effort physique. La première pousse parce qu'on lui a dit de pousser. La deuxième pousse parce qu'elle sait que de l'autre côté de la colline, quelqu'un qu'elle aime attend ce rocher pour construire quelque chose d'important. Même effort. Expérience radicalement différente. Capacité à tenir radicalement différente. Le sens ne rend pas l'effort moins difficile. Il le rend possible d'une façon différente. Le sens rend l'effort possible. Je t'avais promis une révélation finale. Celle de cet épisode est différente des autres. Le sens n'est pas réservé aux vies extraordinaires. Il n'attend pas les grandes causes, les accomplissements spectaculaires, les destins historiques. Viktor Frankl l'a trouvé dans un camp de concentration. D'autres le trouvent dans l'éducation de leurs enfants, dans le soin apporté à un parent vieillissant, dans le travail bien fait, même invisible, même non reconnu. Le sens se loge dans l'ordinaire. Et c'est l'une des choses les plus révolutionnaires qu'on puisse comprendre. Parce que notre culture nous dit en permanence que la vie significative est la vie remarquable. La vie qui fait les gros titres. La vie qui impressionne. Et cette conviction, cette pression permanente vers l'extraordinaire, est l'une des sources les plus profondes de souffrance de notre époque. Elle nous fait regarder notre vie ordinaire avec honte. C'est faux. C'est profondément, dangereusement faux. Une vie ordinaire vécue avec présence, avec intégrité, avec amour, avec le désir sincère de contribuer à ce qui t'entoure. Cette vie-là est pleine de sens. Elle n'a pas besoin d'être vue pour avoir de la valeur. On a fait un long chemin ensemble dans cette série. Je ne sais pas où tu en es.
Mais je sais une chose, le fait que tu sois là, le fait que tu cherches, que tu questionnes, dit quelque chose d'important sur qui tu es. Alors voilà ce que je te demande pour clore cette série. Juste une question, une seule, que je te demande de garder avec toi. La question est celle-ci: si tu savais avec certitude que personne ne te regarderait jamais, que tu ne seras jamais jugé, que tu n'auras jamais à te justifier, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? La réponse à cette question est ton sens, ou du moins, son commencement. Merci d'avoir été là pour les 5 épisodes. Merci d'avoir cherché. Dans les commentaires, je t'invite à répondre à cette question. Si quelque chose a changé pour toi pendant cette série, dis-le. Pas pour moi. Pour celui ou celle qui lira ton commentaire demain. Les prochaines vidéos continueront à explorer ces territoires. Abonne-toi si tu veux continuer le voyage. Prends soin de toi. Vis avec sens. Et souviens-toi, une vie ordinaire vécue avec intention est l'une des choses les plus rares et les plus belles qui soient.